bien bonjour, aujourd'hui une vidéo tout à fait particulière, et particulièrement particulière aujourd'hui puisque publié le 8 juillet 2021, c'est le jour du procès de Grégoire Perra contre la médecine anthroposophique. Et donc c'est une vidéo qui lui rend hommage à ce lanceur d'alerte qui nous a, beaucoup d'entre nous, alertés sur l'existence et l'influence de l'anthroposophie. Donc cette vidéo est pour lui. Et pour lui rendre hommage, donc il a son procès aujourd'hui à Strasbourg. J'aurais aimé y aller, mais malheureusement c'est un peu loin de Toulouse où je me trouve. Et voilà. Donc pour lui rendre hommage, je vais publier aujourd'hui une vidéo d'une visite au Goetheanum. Alors qu'est-ce que c'est le Goetheanum? Eh bien c'est le siège de la Société anthroposophique universelle. Et ça se trouve pas hyper loin de Strasbourg, enfin vu de Toulouse. Ça se trouve à Dornach, dans la banlieue de Bâle, donc en Suisse. Donc c'est une visite que j'avais fait, alors je l'ai noté quelque part, en 2018, le 2 août 2018. En fait, à la base, j'étais parti pour interviewer Bodo von Plato, le chef des anthroposophes, et Xavier Florin, le chef de la biodynamie, pour mon enquête Cosmobacchus, qui est une BD en trois volets sur la biodynamie. Donc je voulais finir ça avec cette interview qui aurait été très intéressante. Malheureusement, donc Bodo von Plato et Xavier Florin, parce qu'il y a son père, Monsieur Florin, donc était tout à fait heureux de répondre à mon interview, pensant que j'allais faire la promotion de la biodynamie, mais donc par email quand je les avais contactés. Mais quand ils ont réfléchi un petit peu par devers eux, ils m'ont demandé un exemplaire du premier épisode de Cosmobacchus qui était déjà sorti. Et donc bon, je leur ai envoyé, et curieusement ils m'ont renvoyé un email quelques temps plus tard, que vous pouvez peut-être voir là, si le montage que je vais faire après est bien fait. Et donc ils m'ont envoyé un email pour me dire que c'était plus du tout possible de me recevoir, parce que leurs agendas étaient complètement full, donc impossible. Bon, c'est de bonne guerre, il fallait s'y attendre. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas démonté, et je suis allé tout de même pendant mes vacances. Donc on a fait un grand tour de France et on a fini en Suisse, et on a fait une visite du Goetheanum sous un faux nom. J'ai donné le nom de... En fait non, pas sous un faux nom, c'était le nom de jeune fille de mon épouse, donc on a le droit, hein, administrativement, rien ne s'y oppose. Hein. Enfin bon, j'ai pas dit Monsieur Mébec. Donc on va regarder ça aujourd'hui. Visite donc du siège de cette petite entreprise tout à fait florissante, et qui ressemble un peu à un temple un peu curieux. Mais bon, je vous laisse juger, et je mettrai aussi des images de ma BD Cosmobacchus 3 où j'ai illustré cette visite, et quelques photos aussi du Goetheanum glanées par-ci par-là, ou que j'ai prises, mais en fait j'avais pas le droit de prendre des photos à l'intérieur du Goetheanum. Donc j'étais avec ma femme et ma fille, qu'on verra pas, hein, puisque c'est une archive audio, et puis je préserve leur vie privée. Par contre, c'est pour expliquer, des fois elle parle, la dame guide est tout à fait charmante, hein, d'ailleurs, parle à ma fille qui lui pose des questions, voilà. Eh bien, je vous laisse regarder cette visite qui, j'espère, va vous intéresser, que j'ai jugée moi-même tout à fait passionnante, mais il est vrai que je ne suis pas très impartial sur le sujet. Donc, bon visionnage et à bientôt. Oui, je veux bien. Là, on vient des Vosges, mais à la base, on est de Toulouse.
De Toulouse. Oui. Oh là là. Mais on a fait un tour. Ça marche pas. Oui, on a un ami toulousain qui est venu s'installer dans les Vosges à sa retraite. Voilà. Donc, on a fait une halte chez lui, et puis on en a profité pour venir visiter C'est le bien. Et Goetheanum. vous êtes déjà venu au Goetheanum? Non, jamais. Et vous avez un lien avec le Goetheanum ou bien? On s'intéressait beaucoup à la biodynamie, à l'agriculture, aux agricultures naturelles, puis on en est venu à s'intéresser, voilà, à tout le reste aussi. Vous avez décidé de faire une visite. Voilà. Et il doit y avoir une école à Toulouse, non? Une Il y a l'école Tournesol, je crois, ça s'est créé il n'y a pas longtemps en fait. Mais vous ne connaissez pas encore bien? Non, on n'est pas allé. Ouais. Mais ça s'est ouvert il y a peut-être 2 ans, je pense. Alors, je demande toujours un peu pour savoir quels sont vos arrière-fonds, qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous savez sortir un petit peu, qu'est-ce que je dois raconter. Oui. Bon, moi, je me suis intéressé aussi à l'anthroposophie, à l'œuvre de Rudolf Steiner, quoi. Parce que je trouve ça intéressant, quoi. Voilà. D'accord. Voilà. Et pour vous, ça va comment? Moi, je le suis en fait. C'est un petit peu ennuyeux ou ça va? Non, ça va. Bon. Donc, on constate que la visite commence par un interrogatoire en règle. Et on sent presque une certaine suspicion chez la dame qui veut absolument savoir pourquoi est-ce qu'on vient visiter le Goetheanum, est-ce qu'on est proche des idées de Steiner ou pas, est-ce que nos enfants sont à l'école Waldorf de Toulouse, ce que pense notre fille, notre jeune fille de tout ça, si elle est prête à... Voilà. Donc ça commence assez fort. Donc, je m'appelle Danielle Bonbon, je viens de France, je suis originaire de France, j'ai vécu en Auvergne, j'ai fait mes études à Strasbourg, et c'est à Strasbourg que j'ai découvert la pédagogie de Rudolf Steiner, qui m'a enchantée. Et alors, je me suis orientée là, et en fait, je suis restée beaucoup en Allemagne et en Suisse. Et donc, j'étais enseignante dans les écoles Waldorf, ensuite, j'étais pédagogue avec les personnes handicapées pendant 15 ans. Et ensuite, j'ai fait une formation dans l'art-thérapie, principalement avec la peinture, le modelage. Et à partir d'un moment, j'ai voulu retourner dans le circuit public et plus seulement dans les institutions anthroposophiques. Je voulais voir si tout le monde avait besoin de ces enseignements. Et j'ai travaillé donc, les dernières années dans une clinique psychosomatique avec des personnes en crise. En Suisse. Donc, en Suisse, on a beaucoup de chance parce que aussi bien le milieu médical, le milieu anthroposophique quand même est plus ou moins accepté. En tout cas, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que ça ne serait pas possible en France. En effet, en Suisse, on trouve des cliniques anthroposophiques. Donc là, j'ai un article sur la clinique Lucas à Arlesheim, mais il y en a dans le canton de Bâle. Voilà. Où on soigne le cancer grâce à la médecine anthroposophique. Donc, normalement, c'est avec des injections de gui, Viscom album, qui est censé être à la fois végétal et animal, et donc ça doit soigner le cancer. Enfin bon, des choses très problématiques qu'on trouve plus difficilement en France. Voilà. Donc, j'en profite pour refaire un petit bonjour à Grégoire Perra, à l'occasion de son procès contre la médecine anthroposophique qui se tient aujourd'hui. Disons que c'est plutôt la médecine anthroposophique qui lui fait un procès pour diffamation, parce qu'il a dit que c'était de la médecine, mais je crois bien qu'il a raison. Ah oui. Et donc j'ai travaillé principalement dans des lieux où on parle allemand, suisse-allemand, et je suis à la retraite depuis 1 an, et j'habite donc dans la région, à 1 heure d'ici. Et puis une collègue qui est responsable des visites m'a demandé de faire des visites en bon français. Les Suisses, ils parlent le français fédéral, alors ça serait bien que tu parles le bon français. D'accord. Voilà, pour ma personne. Et puis, donc j'en suis très contente que ça a permis d'approfondir l'anthroposophie, que j'aime beaucoup, d'une autre façon, et de garder le contact avec les gens, puisque j'ai finalement toujours eu un contact
avec les enfants, les personnes handicapées, les personnes en crise. Alors, je suis enchantée. Eh oui, oui, oui. Et puis, je pense que je vais déménager dans la région, puisque chaque fois qu'il y a une visite comme ça, je peux dire oui spontanément. Que ce soit un petit groupe, voilà. un grand groupe, voilà. D'accord. Ah oui, là, on n'est que tous les trois, en fait. Oui. D'accord. Oui. Bon, pour nous, c'est bien. Pour... Oui. Voilà. Donc, on remarque que cette dame tout à fait charmante, a passé sa vie dans les écoles Steiner-Waldorf, ce qui est son chemin, il n'y a aucun souci avec ça, et que là, elle est à la retraite, elle passe son temps à faire des visites en français bénévolement, et qu'elle envisage même de déménager à côté du Goetheanum pour ça, alors qu'elle en retire rien. Enfin, bon, ça me paraît un peu exagéré, quoi. Après, c'est son choix, hein, mais... Oui. Voilà. Je peux demander à mon neveu si on Je crois qu'on les met là. Bien sûr. Bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors, le coup du neveu, c'était très drôle. Alors déjà, donc, on pensait être dans un groupe de plein de gens pour faire une visite guidée du bâtiment, qui est assez imposant et qui attire, je pense, les touristes. En fait, on n'était que tous les trois, plus le neveu de la dame, qui nous a dit « Est-ce que ça vous embête si mon neveu qui passe par là fait la visite ?» Bah non, évidemment. Mais alors, on a été surpris, parce qu'on pensait à un neveu... Et en fait, c'était une grosse armoire à glace et tout, qui ne nous a pas quittés d'une semelle pendant la visite. On a eu l'impression qu'il était là un peu pour nous surveiller. Mais bon, on était dans un état d'esprit particulier. Peut-être qu'il était juste là pour faire la visite avec sa tata et que c'était sans arrière-pensée. C'est très possible. Il s'intéresse aussi beaucoup à la biodynamie, puisqu'il fait de la permaculture en Afrique. Il vient de Toulouse, mais il faut une visite ici. Voilà. Alors, je vais vous emmener dans une salle où je vais vous parler un petit peu des bases de l'anthroposophie, de Rudolf Steiner, du nom du Goetheanum. Oui. Et puis après, on fera la visite. D'accord. Est-ce qu'on a le droit de prendre des photos? Ah, c'est une bonne question. On prend des photos seulement dans les couloirs et pas dans les salles. D'accord. Et après, il y a des livres après qu'on peut acheter Après, il y aura la librairie. D'accord. Là-bas. Donc la visite va durer environ 1 heure. Là. Oui. Et donc vous aurez le temps d'aller à la librairie. D'accord. Donc vous pouvez déjà... Je vous laisserai un temps un petit peu pour regarder vous-même, pour ressentir. Je ne dis pas toujours tout. Vous me posez des questions, je les intègre. Donc vous voyez, c'est assez grand. En général, il y a 2 sortes de réactions. Soit on se sent écrasé, c'est monumental. Ou bien au contraire, on dit « Oh, c'est émouvant, on se sent comme dans une église. » Là, on a été étonnés, c'est qu'on pensait qu'en fait, que ce serait dans un endroit un peu isolé. Et là, il y a des habitations tout autour, ça nous a surpris. Voilà. Oui, alors bon. Ça, c'est une bonne question, parce que justement, l'enseignement de l'anthroposophie ne voulait pas être quelque chose de complètement dehors et de caché. Ouais. Et ça, c'est un petit peu l'avantage du Goetheanum, qu'il est à la fois proche d'une grande métropole comme Bâle, et à la fois pas complètement en pleine campagne, parce que ce n'est pas un lieu ésotérique où on s'enferme, c'est pas une retraite, c'est une université en fait. D'accord. Et donc c'est assez idéal, c'est entre les deux. D'accord, ok. Mais quand même, on a encore la chance que, assez proche du Goetheanum, on n'a pas le droit de construire, alors il y a quand même encore un espace où on respire. Et ça, on a de la chance, si on consulte la carte, on voit que c'est un espace vert, donc ça fait un espace de repos. Et sinon, il y a de plus en plus d'agglomérations, de plus en plus de maisons qui sont... C'est dense, hein. Oui. Ouais. Et on verra les photos, vous verrez que c'était un jour complètement ouvert ici. C'était la pleine campagne, c'était un pré de vache. Ah oui. Je vous emmène dans une salle. Donc quand moi j'ai étudié, il y a 20 ans, il y a plus que ça, 40 ans. Donc il n'y avait pas de cafétéria, beaucoup plus sévère. C'était vous arrivez par là-bas? Vous êtes arrivé, oui, par là. Donc c'est l'entrée principale.
Donc je prends des photos. Ouais, c'est étonnant. Oui, là, vous pouvez prendre. On doit passer le couloir. D'accord. Ici, c'est ce qu'on appelle la salle anglaise parce que ce sont les Anglais qui ont financé la salle. Parce que tout a été, vous pouvez prendre place, tout a été toujours construit, avancé selon les moyens financiers qu'il y avait. Il n'y a jamais eu de dette. On a toujours, il fallait toujours un peu mendier, comme ça se fait toujours. Ouais. Les églises font toujours un peu. Donc, on remarque que les anthroposophes prennent toujours soin de dire que l'anthroposophie n'est pas une religion. Pour autant, le Goetheanum est comparé à plusieurs reprises par cette dame à une église, avec ces grands espaces qui résonnent, dans lesquels on se sent bien, et pour lequel il faut un peu mendier pour avoir des sous, etc. Au moins 3-4 fois, elle dit que le Goetheanum est une église, l'église de la Société anthroposophique universelle, qui n'est cependant pas une religion. À voir. Donc, quand moi je suis arrivée au Goetheanum et que j'ai fait mes études de pédagogie, la salle était toute neuve. On venait de faire la fresque, on venait de faire toutes les tentures en violet, voilà. Maintenant c'est un peu vieillot, aussi l'odeur, n'est-ce pas? Mais à l'époque c'était tout neuf. D'accord. J'aime bien la teinture, la fresque. Oui, ce sont toujours des motifs qui viennent de l'anthroposophie. Rudolf Steiner, on le verra plus loin aussi, le représentant de l'humanité, toujours ce lien avec le monde spirituel. La peinture aussi qui n'est pas trop exacte, trop réaliste pour laisser l'âme respirer un peu. Il y a différentes techniques dans l'anthroposophie. Donc, ici, l'ensemble, le lieu, le Goetheanum, donc vous avez un petit peu vu de l'extérieur déjà, ce grand bâtiment. Donc c'est un lieu d'architecture qui est souvent visité par des écoles de Paris, par des gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art, parce que c'est un bâtiment quand même assez particulier, un premier bâtiment en béton qui était aussi grand, qui a été vraiment un défi. Les architectes ont dû vraiment travailler ensemble pour savoir comment faire. À l'époque, il y en avait quand même très peu. Le Corbusier est venu, il s'est inspiré, mais il n'a jamais donné ses sources. Oui. Après, il était à Ronchamp ou à d'autres endroits, mais en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont inspirés. Et ça, c'est le deuxième Goetheanum. On verra tout à l'heure qu'il y en avait un précédemment. Donc, le Goetheanum, il a 3 fonctions. Donc, c'est le siège de la Société anthroposophique universelle, qui compte environ 50 000 membres dans plus de 70 pays, dans toute la Terre. Donc il n'est pas lié à une religion, puisqu'il y a en Égypte, par exemple, chez les musulmans, il y a aussi un centre, Sekem, où beaucoup de choses se passent au niveau de l'agriculture, au niveau des écoles. Ce n'est pas toujours facile, selon les pays. Ensuite, c'est une université de sciences libres, où il y a 11 facultés qui sont représentées. La médecine, la pédagogie, les sciences naturelles, tout ce qui a à faire avec l'art, peinture, les sciences sociales. Et il y a une section particulière au Goetheanum, c'est la section des jeunes. Pendant une année, les jeunes peuvent venir avant de décider d'une formation, ils peuvent venir s'orienter, se ressourcer, sentir qu'est-ce qu'ils veulent, dans quelle direction ça peut aller. D'accord. Et en général, c'est en anglais, mais en allemand aussi. C'est un petit peu plus développé dans la langue anglaise. Et la troisième fonction donc on a dit, la troisième fonction très importante, c'est un lieu culturel où il y a des spectacles, de récitation, de rythmie, des concerts. Et la salle, on verra la grande salle, elle peut être louée à des personnes qui veulent représenter leur spectacle. D'accord. Il paraît qu'il y a une très bonne acoustique et qu'il y a beaucoup de gens des personnes qui viennent enregistrer leur CD. D'accord. Pour
exemple, pour Wagner ou des gens comme ça. Ça se fait beaucoup. On a aussi les grandes symphonies de Beethoven et tout. Beaucoup de gens viennent ici les présenter. Il y a 2 salles. Il y a la grande salle, puis il y a une autre salle où il y a seulement 300 dans l'autre salle. Et en ce moment, il y a justement une équipe de jeunes qui répète. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller dans l'autre salle. D'accord. Voilà, donc pour les 3 fonctions maintenant du Goetheanum. Le Goetheanum s'appelle depuis 1918 le Goetheanum. Auparavant, c'était donc le Johannesbau. Il y avait un autre bâtiment auparavant qui a été en bois et qui a été brûlé. On verra tout à l'heure dessus. Et il s'appelait Jean, enfin Johannes en allemand, et c'était... ça prêtait à confusion parce qu'on pensait toujours que ça avait affaire avec Saint Jean l'évangéliste et avec la religion. Et en fait, ça n'avait rien à voir avec ça. Ça avait affaire avec une personne qui fait partie des drames mystères de Rudolf Steiner, dont la vie, la biographie est explicitée dans les drames mystères selon ses incarnations précédentes. Donc, ce qui est un petit peu le représentant de l'évolution personnelle. Donc, et Rudolf Steiner, donc maintenant on en vient à Rudolf Steiner, né en 1861. À l'époque, c'était en Autriche. Actuellement, c'est la Croatie. Et Rudolf Steiner, il est né dans un milieu relativement modeste. Son père était employé des chemins de fer, mais pour l'époque, c'était quand même extrêmement moderne. Il avait affaire avec les télégraphes et il déménageait d'une gare à l'autre. Et Rudolf Steiner était un enfant qui s'intéressait à toute la technique. Il voulait comprendre les mathématiques, les phénomènes extérieurs. Et parallèlement, il avait aussi une vie spirituelle très intense. Il a perçu très vite des aspects chez les gens, dans les lieux, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas en parler facilement. Il s'est rendu compte avec beaucoup de douleur que tout le monde n'avait pas ces perceptions, et il a appris très tôt à se taire. Et il a eu quelque chose de très sain en lui. Il n'a pas développé cette sensibilité intérieure, il l'a gardée pour lui, mais par contre il a développé le côté des sens, le côté de la connaissance. Donc son père aurait voulu qu'il soit ingénieur, il l'a mis dans une école pour apprendre Realschule, ou je ne sais pas comment on appelle en français, enfin dans une école technique. Donc il a passé ses examens en ordre, mais enfin ça allait assez vite, les mathématiques, la physique pour lui. Et parallèlement, il étudiait la philosophie et la littérature, et il avait toujours sous son pupitre, dans son cahier de mathématiques, il avait les pages de Kant et il étudiait. Et puis parallèlement, il allait au cours de littérature allemande, et le professeur a remarqué qu'il était assez doué et il lui a demandé de s'occuper des archives de Goethe, de tout ce qui n'était pas encore édité chez Goethe, toute la partie scientifique, les études de Goethe sur les pierres, les plantes, les animaux, la minéralogie, les couleurs, etc. Et donc, Rosselin avait 14 ans à éditer tout ça, de gros volumes, faire des commentaires. Et il était enchanté parce qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était la méthode de pensée qui lui convenait, où ce n'était pas uniquement une connaissance seulement ce que l'on voit, ce que l'on pèse, ce que l'on mesure, mais une connaissance où on investit son âme, son cœur, c'est-à-dire son sens artistique, et donc ça lui convenait. Et petit à petit, c'est en fait en reconnaissance à cette pensée de Goethe qu'il a voulu appeler ce lieu de culture le Goetheanum. Si on veut trouver des informations moins hagiographiques sur Rudolf Steiner, je conseille par exemple la vidéo de Skeptic in the Pub Valley avec Shadow Ombre. Donc c'est Kalou qui invite Shadow Ombre, et la vidéo s'appelle Steiner, clairvoyant de son époque, Part 1. Et c'est très intéressant et un peu moins laudatif que ce qu'on entend ici. Voilà, je vous mettrai évidemment le lien en description. Donc c'est amener la pensée de Goethe plus loin, il n'en reste pas non plus là, et il s'en sert pour une période. Il faut s'imaginer que cette période, donc
1900, etc. Donc tout le monde était en recherche dans toute l'Europe. Il y avait une grande ouverture pour la spiritualité. Les sciences techniques avaient fait un petit peu le maximum quand même, on était à la fin. La religion perdait son attrait, ça devenait quand même un peu poussiéreux. Les gens se rendaient compte qu'il y a autre chose. Donc c'est l'époque où il y a beaucoup d'ouverture spirituelle. Après, il faut choisir laquelle et comment. Donc pour Rudolf Steiner, il ne fallait pas renoncer au progrès de la science, il fallait le garder. Et pour lui, ce qui était important, il voulait mettre la recherche intérieure, la recherche ésotérique sur la même base que la science actuelle. C'est-à-dire des qualités d'âme à développer comme on développe des qualités intellectuelles. Ce que l'on connaît d'autres chemins ésotériques, mais disons qu'il fallait peut-être les remodeler pour cette époque. En tout cas, c'était très important et pas simplement avoir un ésotérisme ou une pensée seulement pour le dimanche, et puis à côté de ça, on vit normalement. L'anthroposophie, c'est vraiment un chemin de connaissance spirituelle, mais sans renoncer à la connaissance actuelle. C'est un peu ce que pensait Jung aussi, non, le psychologue Jung qui était aussi un peu dans Jung va peut-être plus dans les symboles, alors que l'anthroposophie, elle ne veut pas être symbolique, elle veut que ce soit réel. Et pas uniquement. Jung, il reste beaucoup dans la sphère du rêve, dans la sphère de la pensée. Donc notons bien ceci. En fait, j'ai fait exprès de citer Jung pour voir ce qu'elle allait dire. Si Jung, qui est problématique par ailleurs, mais enfin, en tout cas, les instances qu'il voit, ce sont des symboles représentatifs de ce qui se passe dans l'esprit. Pour l'anthroposophie, tous les êtres qu'elle désigne sont non des symboles, mais des réalités présentes. Donc des êtres spirituels, des vrais. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'anthroposophie, il y a 3 phases. Il y a une première phase, c'est la connaissance, c'est là encore où il est lié à la théosophie. C'est les seuls cercles où il pouvait parler. Il n'était pas tellement d'accord avec eux, mais c'est les seuls cercles où il pouvait parler. Il a dû s'en séparer après 10 ans, quand la théosophie était très liée à l'enseignement de l'Orient, et il voulait incorporer Krishnamurti comme réincarnation du Christ. Et pour Rudolf Steiner, ça c'était vraiment impossible. Il y avait beaucoup de choses qui étaient impossibles. Mais alors ça, c'était vraiment le comble, parce que le Christ ne pouvait s'incarner qu'une fois dans un être humain. Et présenter Krishnamurti, d'ailleurs Krishnamurti plus tard s'est distancié de ça aussi. Il était jeune, il avait 20 ans ou 12 ans. Et ça c'était donc... C'est un Indien, Je sais pas qui c'est, Krishna. Oui, c'était un jeune hindou. Il y avait beaucoup de vie spirituelle en Inde. Et justement, à l'époque, en Europe, on s'orientait beaucoup vers l'Inde. Et donc, il était préparé pour aussi un enseignement. Il a été très connu ensuite. Et il a donné beaucoup d'enseignements de sagesse. De très beaux livres, d'ailleurs. Donc, ça, c'était la première partie de l'anthroposophie, c'était l'enseignement. La deuxième partie, justement, tous ces gens qui étaient intéressés à l'anthroposophie, ils voulaient avoir un bâtiment pour eux, et ce bâtiment devait représenter l'enseignement. Donc c'est l'élément artistique qui commence. Et après la période artistique, il y a les gens qui sont venus de la religion, de la pédagogie, de l'agriculture, qui lui ont demandé aussi, est-ce qu'on ne pourrait pas changer, faire des améliorations, avancer. Et donc ça, c'est la troisième partie qui va dans la volonté. On commence à entrer de plus en plus dans le monde. Mais il fallait d'abord la base, de structure, de pensée. Et ces 3 choses sont toujours très importantes dans l'anthroposophie, dans la pédagogie et dans l'élément artistique et dans tout. Et un enseignement qui ne se réalise pas n'est pas acceptable. Il faut qu'il se réalise jusque dans la terre, jusque partout dans la médecine. C'est pour ça qu'il y a ces 12 facultés. La médecine, l'agriculture, ici on approfondit toujours. Et les personnes qui viennent ici, elles ont étudié à l'université traditionnelle et ensuite elles approfondissent sur les bases de l'anthroposophie. Vous dites qu'il y a 12 facultés au Goetheanum ou dans l'anthroposophie en général? Dans l'anthroposophie en général. D'accord. Et donc autrefois, les écoles étaient ici. Moi j'ai encore fait mon séminaire pédagogique ici. Maintenant c'est en dehors du Goetheanum. Ici il y a seulement les congrès et puis les semaines de formation continue.
Il n'y a plus une école ici. Autrefois, il y avait l'école de peinture ici, l'école de sculpture, la médecine peut-être aussi, mais maintenant c'est tout à l'extérieur et ce n'est plus uniquement en Suisse ou à Dornach, il y en a en Allemagne. Qu'est-ce qu'il y a en France? Il y a sûrement une école de rythmie en France. Il y avait aussi à Lyon. Danse, le rythmie. Le rythmie, qu'est-ce que c'est leur danse? Oui, c'est l'art du mouvement. Oui, c'est pas uniquement une danse, c'est un mouvement. C'est-à-dire que ça, avec tout le corps, il représente aussi bien les sons, la façon dont on parle, que ce que l'on chante, les notes différentes. Et tout ça, si on est attentif et on étudie, tout est dans le corps. C'est plus au niveau des épaules ou des pieds. On l'entend dans la langue, par exemple, les enfants, on l'entend bien dans la langue française, un arbre, il fait tout de suite comme ça, il s'ouvre, soit vers le bas comme un sapin, ou soit un arbre comme ça. Alors qu'en allemand, un arbre, il fait plutôt, on dit ein Baum. On voit plutôt la couronne d'un arbre qui va accueillir les oiseaux, les fruits, qui va donner de l'ombre. Tandis que le français, c'est vraiment, il est content, il est un arbre, on sent vraiment son lien avec le ciel. Et puis donc la rythmie, elle représente, si on ressent, le langage et la musique. Et après, à partir de là, on va se mouvoir avec les couleurs aussi. Vous avez déjà vu la rythmie? Oui, je crois. Oui, on a vu un spectacle à Avignon. Oui. Ça vous a plu spontanément? Ah oui, c'est très intéressant. Oui, c'est vrai. Moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'avais un ami qui était allemand et il n'était pas tellement ouvert à l'anthroposophie, mais enfin, il a trouvé que ça serait bien pour moi. Il m'a dit, t'es artiste, ça sera bien pour toi. Quand il a vu l'anthroposophie, il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il me dit, tu ne vas pas étudier ça. Donc ça dépend toujours. Bien sûr. Voilà, à peu près, je crois, pour la théorie, en gros. Et sinon, vous pouvez poser des questions en chemin. Je le répondrai, puis on va un petit peu avancer dans le bâtiment. D'accord. Il n'y a que 3 salles, c'est ça? De spectacles. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de salles. Il y a, qu'est-ce que j'ai dit 350 ou 250? Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? 352 salles. Entre les petites, les grands, les réduits pour nettoyer, les couloirs, il y a des étages différents. Il y a beaucoup de salles. Donc là, ça c'est une salle d'études. J'ai parlé d'une petite salle de spectacle, d'une grande, et puis après il y a toutes les salles de conférence. Ok. Et tous les couloirs, il y a beaucoup de salles. Là, l'artiste qui a fait la fresque. Voilà, c'est Gérard Wagner. D'accord. Voilà. Il y a différentes façons d'interpréter la peinture anthroposophique. Ça, c'est une possibilité. Tous ces petits nuages, toutes ces petites impulsions qui agissent sur la respiration. Enfin, ça laisse libre. Il y a différentes façons. Ce sont des pigments végétaux. Ah oui. D'accord. Donc ils tiennent bien. J'avance un peu parce que le bâtiment est tellement grand. Oui. On est... On ne sait plus où donner du... De ce côté parce que c'est plus intéressant pour monter. D'accord. Je vous laisse une fois regarder ici. Là, on peut prendre des photos, là. Là, vous pouvez prendre des photos. D'accord. Je vous laisse là parce que ça donne bien l'impression de l'architecture du bâtiment. Et là, il a été fini en 1928 et on a jamais donné de ce bâtiment que l'extérieur. Et les architectes, ils ont dû travailler ensemble pour savoir comment ils vont réaliser à l'intérieur. Donc on voit qu'ils se sont orientés encore aux églises. Oui. C'est encore orienté aux églises. Et donc ils ont travaillé avec les gens de construction navale. C'est pour ça qu'on voit toutes ces traces de bois encore sur le béton. Donc ça, là, on voit bien ces impressions. Ils ont fait des gens de l'Allemagne. Donc il y a une vague de tous les travailleurs, on voit que les entreprises ont fait des charpentiers, etc. C'est encore beaucoup d'intérieur, une rampe. Ah oui, d'accord. Donc il faut toujours apprécier des montées, des descentes, des espaces.
différentes ères. Moi, je pense que la guerre naturellement beaucoup plus tard, les lampes, peut-être 1970 ou 80. Là, je vais encore prendre des photos. Je vais vous en mettre devant les photos des trois délégations pour que vous puissiez voir l'évolution. Ouais. Donc, vous avez remarqué en bas, donc en bas c'est le lieu d'accueil, donc où on se restaure, où on se rencontre, on va aux toilettes, on prend de l'eau, donc c'est encore la vie bien terrestre. Ici on monte, ici c'est le lieu du comité directeur avec les bureaux. Donc déjà quand on regarde ici, on ne voit que la couronne des arbres, on ne voit plus déjà le bas, on s'élève déjà un petit peu. Alors voilà le Promovianum qui était tout en bois, qui était conçu par deux coupoles de grandeurs différentes. Et ce premier bâtiment, il aurait dû être construit à Munich, donc justement c'était les anthroposophes qui s'étaient détachés des théosophes, qui avaient suivi Rudolf Steiner et qui voulaient un bâtiment pour eux et pas toujours avoir leurs travaux, leurs rencontres dans n'importe quel bâtiment. Et les responsables de Munich n'ont pas voulu, ni les voisins, ni l'église. Ça commençait déjà, qu'est-ce que c'est que ces trucs ésotériques, ça n'allait pas dans le contexte. Et heureusement, parce qu'avec la première et deuxième guerre mondiale, de toute façon, avec le nazisme, ça n'aurait pas été. Donc, tellement possible. Il y avait un architecte, ici on verra sa maison, là-bas, sa petite maison, Duldeck, qui. Non, c'était pas un architecte, j'étais toujours un architecte. La maison qu'on voit là, oui. Oui, c'était un dentiste et de Bâle, et il venait passer ses vacances à Dornach. Hein, c'était modeste, il n'était pas bien loin. Et il a donné son terrain pour construire le Pétéanum ici. Donc, il faut s'imaginer que c'était un terrain, c'était un pré de vache. Il n'y avait rien, c'était la pleine campagne. Où il y a des arbres fruitiers, c'est tout. Je suis allée se promener là, et aussi à l'Ermitage, là-bas, où il y a Sainte-Odile qui s'était cachée devant son père parce qu'elle était chrétienne et qu'il voulait la tuer. Donc elle était cachée à l'Ermitage. Donc c'était un lieu propice et Rudolf a accepté. Quand on voit ici, d'ailleurs, on voit que... Voilà. Il n'y avait aucune maison. On voyait donc le prêtre qui était là, il était très très opposé ici. D'accord. Le premier Goetheanum, c'était déjà ici alors. C'était ici le premier. Donc il a été en bois, il y avait un socle en béton. Il était en bois, il a été commencé Ils sont arrivés en 1913, il a été commencé en automne 1913. Ça allait très vite, permis de construire, c'était pas compliqué à l'époque, ça s'est très vite fait. Et Rudolf Steiner sentait que la guerre arrivait et il voulait aller très vite. Malheureusement, la guerre est quand même venue au mois d'août 1914 et donc tout a été quand même bloqué. Les hommes, il y avait quand même 19 nations qui travaillaient ici et les hommes ont dû aller au front, surtout les femmes qui restaient et quelques artistes. Et ici, c'était quand même un lieu de paix où on travaillait pour la culture de la paix, pendant que dehors, c'était quand même assez proche, on entendait les canons d'Alsace. Alors, il y a eu beaucoup de cœur, beaucoup de travail à la main. Donc là, 1918, il est terminé. Il n'y a pas toutes les personnes qui ont participé. Et il y avait les petites ardoises, l'ardoise de Norvège que l'on voit, peut-être que vous avez remarqué la maison là-bas, sinon je vous la montrerai de loin. Oui, c'est ça. Et ce sont un reste encore de construction comme à l'époque. Et puis, la Saint-Sylvestre 1922-1923, il a brûlé. Donc il a vécu à peine 10 ans. Donc on voit encore, il n'y avait pas trop de maisons. On voit la maison du dentiste, elle était déjà là en 1920, et celle du sculpteur, des Jager, qui était là.
Donc vous voyez, tout était libre. C'était un accident ou... Non, c'était un acte criminel. Ah, oui. Mais Rudolf Steiner n'a pas voulu savoir. L'assurance a demandé d'engager un détective, il n'a pas voulu savoir, il a dit ce qui est fait, et il a tout de suite continué. Et il s'est enfermé 3 jours et il a fait une esquisse pour le prochain Goetheanum. Il a d'abord pensé... Donc pour cette histoire d'incendie du premier Goetheanum, en 1923, la thèse, alors je dirais pas officielle puisqu'elle ne nous est pas présentée ici, mais ce qui est souvent dit par des anthroposophes, c'est que c'est des nazis qui ont brûlé le Goetheanum. C'est ce que j'ai suggéré aussi dans la BD. En fait, rien n'est moins sûr. Bon, comme elle le dit, il n'y a pas eu d'enquête, donc il n'y a pas de raison de croire que c'est les nazis qui ont fait ça. D'ailleurs, bon, en 1923, le parti nazi n'était pas ce qu'il a été après. Je pense n'avait pas de raison particulière de brûler le Goetheanum. D'ailleurs, il y avait pas mal de nazis qui étaient pas hostiles à l'anthroposophie, on va dire, sans que y ait systématiquement une jonction entre le nazisme et l'anthroposophie. Hein. Il y avait des nazis anti-occultistes et donc anti-anthroposophes. Il y avait des nazis qui étaient très séduits par la biodynamie notamment, parce que ça rappelait le romantisme allemand, avec l'idée que le corps de l'allemand germanique et la jonction entre les forces chtoniennes de la Terre et le cosmos et tout ça. Donc il y avait des thèmes en commun. Mais bon, après les anthroposophes ont dit qu'ils avaient été persécutés par les nazis, c'est pas tout à fait exact. Comme je dis, pour ça il faut lire les articles et la thèse et le livre de Peter Staudenmayer qui explique assez la complexité des relations entre le nazisme et l'anthroposophie. Voilà. Il a d'abord pensé qu'il pourrait utiliser ça, mais c'était trop abîmé. Donc il a fallu aussi déblayer tout ça. Donc après, il faut s'imaginer qu'en 1418, toute la mentalité de l'Europe avait changé. Il y avait eu beaucoup de crises, toute la démarche intellectuelle. On avait aussi dépassé cet aspect de rondeur où on travaille en soi, où on a le temps. On peut étudier et puis ressortir sa sagesse. Il fallait être beaucoup plus direct avec le monde. Et il a choisi le béton, qui était un matériau avec lequel qui est beaucoup plus flexible. Et il y a eu, c'était l'esquisse, il a commencé par l'extérieur. Il n'avait encore rien fait pour l'extérieur en 1924 et il est mort en 1925. Donc, ça, c'est un architecte qui a dessiné. Oui. Ça, c'est une photo d'un. Donc, ça va de l'ouest à l'est. C'est aussi la démarche de l'ésotérisme, aussi de la sagesse, on l'a de l'Orient, et on devrait l'emmener vers l'ouest, de l'est à l'ouest, je dis juste. Actuellement, c'est beaucoup plus ouvert que ça, mais l'idée de Rudolf Steiner, c'était vraiment un petit peu comme le crâne aussi. C'est très fermé. Devant, on a tous les sens qui bougent. D'ailleurs, des fois, on a l'impression, il y a des gens qui disent, on a l'impression qu'on a un visage. Oui, c'est vrai, vous dites. Donc, et ici, on ne sait plus, est-ce que la colonne porte d'en bas, est-ce qu'elle vient d'en haut? Enfin, il y a ce jeu entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis au milieu, c'est le système rythmique, comme chez nous, où on doit décider qu'est-ce qui va à l'extérieur, qu'est-ce qui va à l'intérieur. Donc le principe de l'ancien Goetheanum, c'était la rencontre de ces deux pôles. Et à la rencontre, il y avait la personne qui tenait les conférences, ou ce qui était offert par les artistes comme travail ésotérique et comme travail spirituel. Et c'est un petit peu dans cette partie-là ici, ce sont les artistes qui travaillent, qui préparent. On ira dans la grande salle, là. Et puis il y a la rencontre entre les deux, comme chez nous aussi, la rencontre entre la méditation et l'action. Toujours ce lieu. Et ça, on retrouve toujours ça dans l'anthroposophie aussi pour les enfants. Il y a des enfants qui sont très agités, il faut les amener un petit peu au calme. Il y en a d'autres,
ce sont des penseurs, ils n'arrivent pas à bouger, il faut les emmener un petit peu dans l'action. On trouve toujours ces trois pôles dans l'anthroposophie, pas l'un ou l'autre. Et comme pour nous, la respiration, le mouvement. Voilà donc. Pardon? Oui, tout va ensemble, c'est une unité. Il faut que son livre soit en rapport avec ce qu'on voit. Donc en 1927, c'était long parce qu'il manquait le crédit. On ne voulait pas faire de test. Il fallait. Il y a quand même eu beaucoup de dons. Il y a eu l'assurance à payer pour le deuxième Goetheanum, mais comme Rudolf Steiner a dit, c'est pas la même chose. Le premier, c'était des dons, c'était un travail du cœur, des mains, et le deuxième, c'est financé par des gens qui veulent peut-être même pas l'existence du Goetheanum, puisque c'est une assurance. Donc ça ne les intéresse pas. Et ça, c'est cette qualité dans l'anthroposophie, c'est très important qu'il n'y ait pas cette dissociation. Oui. En même temps, c'était une réparation aussi. Oui. Voilà, après terminé en 1928, même si ici à l'intérieur c'était encore le gros œuvre, la fenêtre n'existait pas encore, donc il n'y avait pas encore trop de maisons. Et puis donc on voit que Rudolf Steiner avait quand même intégré le paysage aussi, le rocher du Jura. Oui. C'était important pour Steiner aussi qu'un bâtiment aille dans le lieu extérieur et intérieurement aussi, que ce ne soit pas posé comme un champignon de l'extérieur. C'est très important. Bon, on peut comprendre que les gens étaient opposés à ça. On connaît ça de la France profonde aussi, je veux dire, c'est pas ouvert à tout le monde. Donc ils ont trouvé ce bâtiment tellement affreux, ils ont demandé qu'on fasse pousser des arbres. Il y a eu pendant des années des grands arbres. Maintenant, on les a enlevés. Donc c'est quand même une chance, c'est sur une petite colline, on le voit un peu, c'est ouvert, et ce n'est pas caché, c'est très important pour l'anthroposophie que ce soit pas, on n'est pas obligé d'aller en retraite, aller loin, se cacher, il faut que ce soit tout de suite là, mais en même temps être protégé un peu peut-être de la trop bruyante ville. Voilà un petit peu pour l'histoire. Il y aurait énormément à raconter sur l'ensemble. Je vous rends peut-être un petit peu attentif à l'architecture extérieure. Quand on a enlevé toute la terre ici, on ne l'a pas transportée loin. Rudolf Steiner l'a fait apporter là, il a fait modeler le paysage. Donc il y avait un rocher qui était déjà là, donc on a un petit peu renforcé ça, ce qui à la fois est une ouverture vers le monde extérieur et à la fois une petite protection. Et puis après, à certains endroits, puisque le sol naturel était en hauteur comme ça. Donc en même temps, tous les chemins qui existent, ils ont été conçus par Rudolf Steiner. Tout est conçu. Alors par exemple, si vous montez de la cantine en bas, quand on monte de la cantine, je ne sais pas par où vous êtes venu, par là ou par là? On est venu par la cantine justement, non? Quasiment en face de l'entrée sud, là. Là. Ça doit être là. Vous avez dû voir le Goetheanum de profil un petit peu, de trois quarts. Oui. Alors on arrive, on le voit, et puis après si on monte à pied, on prend ce chemin, et puis on va tourner le dos, on ne le voit plus. Et puis on va être de nouveau ouvert au monde, on ne le voit plus. Puis après on monte, on continue, on longe, et puis après on va le voir jusque-là un petit peu. Puis on le perd de nouveau. Et normalement, on n'arrive pas par l'entrée, là. On arrive par côté, puis de nouveau, on va de côté. Et ça, c'est voulu aussi. On n'aborde pas le Goetheanum comme ça. Comme ça. En fait, on était pressés parce que comme on était en retard, on a piqué tout droit. En fait, c'est pour ça. Oui, mais on n'a pas suivi le chemin. Non, ça, voilà. C'est si on le fait à pied. Ça. Si vous avez le temps, par exemple, de le faire à pied, vous pourrez voir ça. Et ça me rappelle aussi toujours le mythe de Parsifal qui va dans la forêt, il sait ce qu'il veut, puis il perd le château, et puis il part, il revient, il le retrouve, il part. En fait, ça a à faire aussi avec cette démarche intérieure. On sait où on va, mais le chemin est long. On ne peut pas y aller directement. Et
bon, ici c'est un lieu aussi, donc on a fait des gradins très différents. Si vous avez le temps, vous pourrez aller voir, il y a une qualité de gradins très différents. On peut s'asseoir ou monter à pied, enfin, on peut pique-niquer, on peut s'amuser. Il y a un rocher, et puis ça fait un petit peu comme un serpent. Toutes les marches se terminent vers le rocher. Enfin, il y a des détails, mais merveilleux. Quand on a le temps, moi je m'ennuie jamais. Chaque fois que je me promène ici, je découvre quelque chose. Et puis l'histoire quand même ici de ce monsieur, c'est qu'il voulait, puisqu'il avait donné le terrain, il voulait avoir une maison ici, puis il voulait l'avoir en face du Goetheanum. Alors les membres n'étaient pas très contents parce qu'ils n'avaient pas tellement envie d'avoir les couches des enfants dans un lieu ésotérique. C'était quand même pas, ils ne trouvaient pas ça très distingué. Et puis Rudolf a réfléchi quelques jours et puis il a dit, on construira la maison, mais pas en face, mais à côté, un petit peu. Et la maison, elle s'appelle Duldeck. Je ne sais pas si vous parlez l'allemand. Duldeck, das ist die Ecke, die man duldet. C'est le coin que l'on tolère. Dulden, c'est tolérer, accepter. Ecke, c'est le coin. C'est le coin. Il faudrait que je trouve un mot en français pour dire ça, un mot de conte. Le coin que l'on tolère. C'est-à-dire que les membres ont dû accepter qu'il y ait des privés qui habitent là. Et M. Großheinz a dû accepter qu'il ne serait pas en face du Goetheanum, mais un petit peu à côté. Rudolf Steiner était toujours plein d'humour et de bienveillance. Et avec beaucoup d'humour, il amenait des petites choses comme ça. Voilà. Donc c'était aussi un premier essai en béton. C'est quand même en 1920. Oui, c'est ça. Ouais. Donc c'était la maison privée. Alors actuellement, ce sont les archives. Si un jour vous avez le temps de visiter, c'est très intéressant. Le responsable parle très bien français. Il y a un étage souterrain où il y a d'immenses rouleaux pour tous les carnets de Steiner, toute son écriture, tout ce qu'il a étudié, tout ce que c'est vraiment pour l'époque des grandes pièces aussi très intéressantes. Aussi la maison en elle-même, si vous la voyez de ce côté, de l'autre côté. De ce côté aussi, au niveau architecture, elle se retire un petit peu, parce que l'architecture, en Goetheanum, c'est pas seulement l'architecture en elle-même, c'est aussi toujours un rapport avec l'extérieur. Alors là, le Goetheanum avance, donc le balcon, il se retire un petit peu. Si vous voyez de l'autre côté, il fait le contraire, il avance. Et ça, c'est toujours très intéressant de regarder l'ensemble du paysage selon ce point de vue aussi, et pas seulement chacun pour soi. Ces chemins comme ça aussi, c'est important parce que ça n'est plus l'architecture comme en France d'une ville, c'est centralisé et puis tout va autour. Ici, il y a quand même toujours un rapport entre les maisons, entre elles. Donc il y a 3 maisons principales, celle-ci, celle-là, puis tout en haut, il y a celle des musiciens et ça fait comme une espèce de garde-fou, un petit peu de garde autour de Goetheanum. Et en fait, il n'y a pas d'autre construction. Et ça, c'était très important. Donc, le bâtiment est important, mais les gardes et les gens qui sont concernés sont aussi importants. Et c'est sur combien d'hectares 12 hectares. 12 hectares. Jusqu'en haut. Il y avait un magnifique jardin aussi, tout autour. D'abord, les fleurs, on essaie qu'il y ait pour chaque saison des fleurs. Ensuite, il y a les plantes aromatiques et les plantes pour la teinture. Ensuite, il y a les légumes. On les vend 2 fois par semaine. Et puis il y a un compost aussi très important. Le compost de l'herbe, le compost du bois, le compost... Il y a une séparation des composts ? Oui. Oui. Et puis ça, où, quoi, comment, c'est très très beau. Vous devez connaître ça. Oui, un peu, mais on va faire la visite des jardins après. On ira là. Oui. Là, on voit bien, c'est Ouais. Ouais. Si je l'ai vu, là. Eh oui. Ah oui.
C'est un vitrail. Donc si on a vu de l'extérieur, on a vu comme une fenêtre, mais on ne savait pas ce que c'était. Et maintenant on voit c'est une fenêtre, c'est un regard qui nous mène à l'intérieur, qui ne nous mène pas à l'extérieur. Et ça dépend naturellement énormément de la lumière qui vient de l'extérieur. Parce que du dehors, on ne voit pas ce vitrail. Non, on ne voit pas. Donc ça, ce sont des vitraux qui ont 17 mm d'épaisseur et qui étaient prévus pour le premier Goetheanum. Et puis pour le deuxième Goetheanum, c'était aussi prévu des vitraux, mais on ne savait pas si Rudolf Steiner aurait donné les mêmes motifs ou pas. En tout cas, on a pris les motifs qu'il a donnés parce qu'on n'a pas eu de meilleures idées. Et que, donc, vous verrez ici, c'est le seul endroit où on les voit et c'est toujours un triptyque. Après, dans la grande salle, je vous montrerai, c'est plus un triptyque. Quoi. Il y a plein d'éléments là. Il faut déjà se laisser impressionner par la couleur rouge déjà. Donc il y a un milieu de chaque côté. Et donc quand on vient au Goetheanum, on vient pour un chemin de connaissance, de rencontre de soi. Et c'est un petit peu le premier vitrail où on a une rencontre avec soi-même. Si on se décide pour ce chemin, c'est rouge, c'est une espèce d'enthousiasme, de feu. Il faut le vouloir, il faut la volonté. Donc il y a un centre, et puis de chaque côté, deux images différentes. Moi je ne sais pas, peut-être vous pouvez donner vos impressions déjà. J'aime beaucoup ce rouge. Je trouve c'est bien. Une couleur très chaude, très énergique. Ah oui, avec les ailes. Ouais, c'est bien. C'est la guérison là, de ce côté-là. Alors c'est très intéressant parce que la première fois que j'ai fait une visite avec des enfants de l'école de Lyon, ils avaient 15 ans. Alors les garçons, ils ont dit wow, c'est génial, ce rouge, c'est beau, c'est fort. Et les filles ont dit moi j'ai peur. Donc, tout est toujours juste, hein. Il n'y a rien de faux, c'est toujours. Oui, selon l'impression de chacun. Alors donc l'être du milieu, c'est l'être vers lequel on tend, on peut dire. On voit une certaine quiétude dans ses yeux, dans ce visage, avec des aides de chaque côté, d'en haut, le Saturne. Pardon ? Ah d'accord. Chacun interprète. Oui, bien sûr, sur sa génération. Donc le Saturne, qui est quand même le fondement du monde, une certaine lenteur, les êtres qui aident de chaque côté, puis de chaque côté, c'est comme chez les prêtres égyptiens, ces animaux. Moi, je dis toujours, d'un côté, il faut l'enthousiasme du lion pour commencer quelque chose, mais si je reste dans l'enthousiasme, ça ne va pas suffire. Il faudra l'endurance de la vache, du taureau, pour continuer des deux côtés. Parce que sinon, je suis toujours seulement dans l'enthousiasme, ça va s'éteindre. Et puis on voit ces deux êtres célestes, ces anges qui, d'un côté, il a des rayons assez rectilignes, de l'autre, c'est plus arrondi. Voilà. Moi, je pense que ça a à faire avec ce qui vient du ciel et ce qui vient de la terre. Oui, l'âme, c'est beaucoup plus rond. Et puis, il y a les lois spirituelles qui sont strictes et que l'on ne change pas. Il y a les deux éléments. Et au milieu, donc au niveau du cou, c'est comme une sorte de chakra, enfin, ce sont les organes intérieurs qui commencent à se mettre en mouvement quand on travaille sur soi. Le même au-dessus du front aussi, qui commence à bouger. Et en bas, on a cette rencontre entre l'obscurité et la lumière. Et on voit bien cet être d'obscurité qui touche le cœur. Et je pense qu'actuellement, on doit être touché dans le cœur et pas uniquement. Ça ne suffit pas de voir clairement, il faut vraiment aussi être touché dans son cœur. Il n'a pas peur, il avance, il agit. Mais on est toujours confronté à ça, c'est jamais parti. Alors après, de chaque côté, c'est le chemin, je dirais, de l'homme, celui qui se met en route. Quelque part, il est tout seul, il est toujours tout seul. Il se retrouve en haut d'une montagne avec une certaine peur. Il est confronté peut-être à ces démons extérieurs où il s'imagine que ce sont les autres qui sont des obstacles. Et puis après, on peut caractériser ces trois démons, ces trois animaux. Celui du milieu, il fait quand même un peu, comme disent les Français, il se gonfle quand même un peu. Il est quand même un peu orgueilleux là en avant, et puis pourtant il n'a rien en bas, hein. Il n'a pas tellement de racines,
Enfin, il sait bien se mettre en avant, et une certaine arrogance, orgueil. Il y a l'autre qui a plutôt la trouille, qui reste tout petit, et puis l'autre qui veut faire peur, par contre. Il nous montre ses dents, ses yeux, ses pics, et ça, ce sont des choses qu'on connaît en nous. Peut-être, des fois, on a un petit peu peur d'avancer, ou bien on est peut-être un peu agressif ou prétentieux. Puis à un moment donné, il faut travailler avec ça, il faut se décider, est-ce que je descends dans l'abîme, est-ce que je descends dans la vallée, ou bien est-ce que je reste en haut, isolé. Et puis à partir du moment où je me décide, donc il y a toutes ces aides-là, donc c'est là qu'on arrive sur le côté, c'est pour ça que je dis, c'est le côté de la guérison. Une fois que je me suis mis en route, j'ai des aides, et je vais rencontrer en fait mon être plus grand, mon étoile, mon être supérieur qui a affaire avec le soleil. Et je vais être accueillie. Et en bas, on voit, et ça c'est la différence peut-être avec le New Age, tu n'es pas monté dans le paradis et tout est perdu. Donc ils sont toujours là, ces trois êtres. C'est les mêmes. Voilà. Comme des germes. Voilà. Ils sont toujours là, et à partir du moment où je ne vais plus travailler intérieurement, je vais commencer à faire n'importe quoi, ils vont revenir au galop. La nature reprend le dessus. Et ça, c'est pour ça qu'il y a aussi cet être au milieu, il y a toujours cette confrontation. Voilà. C'est pour le chemin de la connaissance, c'est toujours la rencontre avec soi. La connaissance, c'est la rencontre avec soi aussi. Je démarre, il travaille pas aux archanges. Aux archanges, bien sûr. Bien sûr, je pense que vous voyez, les saints, vous les connaissez bien. Toute la hiérarchie, il nous a écrit beaucoup de livres là-dessus, il les a très différenciés. Chaque être humain a un archange, chaque peuple a un ange, chaque peuple a un archange, un ange aussi, l'ange du peuple, et puis le temps. Le temps, c'est un archange. Nous, on est guidés dans notre temps par l'archange de Saint-Michel. Et avant, c'était Gabriel. C'est pour ça que Gabriel, il accompagnait les familles, il soutenait les familles. Maintenant, Saint-Michel, il accompagne l'évolution individuelle. Beaucoup moins les familles. C'est un grand disant. Donc là c'est intéressant parce que on nous a présenté le vitrail avec tout ce qui est représenté, les êtres qui font peur, qui sont intérieurs à nous, l'être solaire qui vient nous guider, notre archange, et puis les chakras qui se mettent en place, puis l'ombre qui vient lutter avec la lumière et tout. On pourrait se dire, ah oui, c'est beau, c'est symbolique de ce qui se passe dans l'homme. Puis vient Rose avec sa question formidable que j'aurais pas osé poser moi-même. Mais vous croyez vraiment aux archanges? Eh bien oui, et oui. C'est pas des symboles, c'est pas des métaphores qui représentent des choses de façon symbolique. Comme elle l'a dit au début de la vidéo dans la salle des Anglais, c'est à propos de Jung là, c'est pas des symboles, c'est des vrais êtres, c'est des réalités. C'est ce que pensent les anthroposophes, je ne suis pas parti. Mais eux pensent que oui, que c'est des vrais êtres. Voilà. Donc il faut quand même bien être au fait là-dessus, quoi. L'anthroposophie postule l'existence de milliers d'êtres spirituels qui guident l'humanité. Voilà. Et puis d'autres qui la tirent vers le bas. Et voilà. Ahriman, le petit bonhomme Ahrimanien à gauche du vitrail. Voilà. Je vous laisse un petit peu regarder, et puis on se rassemblera un petit peu à milieu vers en bas. Regardez un petit peu, vous laissez vos impressions. Et puis je vous dirai des choses ou vous me demanderez des choses. Ok.
le rouge et on est tout de suite confronté au vert, la couleur complémentaire. Et de chaque côté, il y a des motifs. Alors la différence, cette fois, c'est qu'il faut apprendre à regarder. Le haut, c'est le milieu, comme on a vu. Et le bas, il est divisé en deux. Droite et gauche. Il faudrait les regarder comme ça. Comme les fenêtres étaient en haut, on a choisi de les faire comme ça. C'est clair ce que j'ai dit? Oui, tout à fait. Là aussi, il y a chaque fois. Oui. Ah oui, et puis, pour compenser le triptyque. Oui, c'est ça, pour compenser le triptyque. Oui, il y a toujours de chaque côté. Et donc après, chacun va représenter un chemin. Donc on fait comme on fait un chemin de croix, peut-être on fait un chemin du rouge au vert, du vert au bleu, du bleu ensuite au violet, au rose, avec les motifs aussi. Pour les congrès, pour les spectacles. Et elle a été rénovée il y a 20 ans, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et autrefois, il n'y avait pas ces colonnes. Oui, j'ai vu magnifique. Et parce que l'acoustique n'était pas bonne, et on a dû tout repenser pour l'acoustique. Je pense qu'elle doit être très très bonne, effectivement. Alors, c'est très grand, mais il n'y a pas du tout ça. Pardon? Oui, je dis c'est très C'est grand, grand, mais mais ça ça résonne. résonne pas. Donc le son ne doit pas tourner. Ça doit être vraiment... Oui, donc tout a été conçu, les colonnes, pour ça, pour les fauteuils aussi. C'est incroyable, tout ça a été fait. Donc vous avez, pour ainsi dire, 3 chemins d'évolution. Si vous voulez vous asseoir, vous avez les colonnes qui représentent l'évolution de la Terre. Avant la Terre, elle était la Lune. Avant la Lune, elle avait le Soleil en elle. Et avant, elle avait Saturne. Donc de chaque côté, on a l'évolution de Saturne, du Soleil, de la Lune. Et ensuite, on a Mercure, la Terre, et ça va dans le futur. Donc ça, c'est le chemin de la Terre en général. Alors ici, on nous présente rapidement la cosmologie steinérienne, qui considère effectivement que l'ensemble du cosmos, de l'univers, est représenté en fait par le système solaire. Et le système solaire lui-même est en fait la Terre. C'est la Terre qui se réincarne, et en se réincarnant, elle accouche de planètes qui étaient en elle. Donc la première fois, c'était Saturne, enfin il y a un truc avec Saturne. La deuxième, c'est le Soleil. La troisième, c'est la Lune. Peut-être j'inverse. Après, ça sera Mercure, tout ça, Jupiter. Et puis, je crois, la planète de Spock, là en dernier, comment c'était, Vulcain, voilà. Et donc, tranquille, on nous présente ça. Donc là c'est... Bon, elle devait avoir assez confiance pour nous. Enfin, après, est-ce qu'elle a vraiment pensé qu'on comprendrait ce qu'elle disait? Je sais pas. En tout cas, bon, elle nous présente, c'est pas mal. Donc, sur les colonnes du grand auditorium du Goetheanum, il y a l'évolution de l'univers d'un point de vue cosmique qui est présenté. Donc, la Terre qui se réincarne et qui donne des planètes qui elles-mêmes voilà, forment le cosmos. Et ça s'arrête à Saturne, puisque Saturne, c'est la plus ancienne, donc c'est la première qui a été éjectée par la Terre, on va dire. Et du coup, ça s'arrête là, voilà. C'est étonnant. Les fresques, c'est la conscience humaine. Les différentes périodes, c'est l'âge, justement le moderne.
facile d'évolution. C'est toujours avec des pigments naturels. Alors, le plafond, ce sont tous des pigments naturels. Donc, on commence dans l'aspect sombre. C'est aussi l'histoire de la Genèse. D'abord, les entités spirituelles qui ont créé les yeux, les oreilles. On voit aussi l'histoire de l'Adam dans le paradis. Donc, ce sont les Elohim, ce qu'on lit dans la Bible. Derrière l'arbre, à l'autre triangle. Et avant, c'est encore l'obscurité de la terre. Ce sont les Elohim qui travaillent sur la terre. Et puis petit à petit, ce sont la conscience des humains. Donc ici, c'est le Sphinx d'Égypte. Ah oui. Ici, c'est la Grèce. Le Kikar. C'est lui qui est sur sa roche. Sisyphe. Oui, ça pourrait être lui. Et puis le cheval ailé. Ah oui, cheval ailé. En bas. Ici, vous avez la Perse, la lutte entre la lumière et l'obscurité. C'est aussi la naissance d'Ariman. Ici. Et là, on a l'Inde avec les 12 singes. Ah oui. Alors là, par contre, elle ne nous a pas tout dit sur la fresque, parce qu'effectivement, on voit le développement de l'humanité selon Steiner, donc avec les peuples grecs, perses, indiens, égyptiens, mais alors qu'ils sont représentés, elle ne nous parle pas des Lémuriens et des Atlantes, qui sont antérieurs aux peuplades dont elle nous parle, mais qui sont un peu plus compliqués à énoncer, voilà, à des inconnus. Et donc voilà. Bon, c'est un péché véniel. Donc on rappelle que les Lémuriens, en fait voilà, ce qu'elle nous décrit, c'est les sous-races des Ariens. Donc si je regarde, on a les Lémuriens, puis les Atlantes, puis les Ariens, et dans les Ariens, il y a les Hindous, les Zoroastriens, les Égyptiens, les Gréco-Romains, les Germains de l'Europe du Centre. Et voilà, et là c'est là où on en est, donc on est au temps des Ariens germains de l'Europe du Centre, donc qui devraient être au centre enfin, qui sont le peuple qui devrait être aux affaires, quoi, maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a des Lémuriens qui n'ont pas tout à fait disparu et qui contrarient un peu les plans des Ariens. C'est tous les peuples qui sont un peu moins blancs et blonds aux yeux bleus. Les Lémuriens, il en reste un peu. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Ici, elles sont dans les colonnes, elles sont dans les vitreuses. Ça vient plus tard. On parle surtout de l'évolution classique qu'on connaît Mars, Mercure, Vénus, le Soleil, Neptune, Uranus. Alors là, ma fille, j'adore. Mais c'est bizarre, on voit Saturne, mais on voit pas les autres planètes, Uranus, Neptune et tout. Ah ouais, mais ça, elles viendront plus tard. On a mis l'évolution classique. Pourquoi? Parce que, voilà, je lis mon propre bouquin, j'ai tout marqué. Voilà, l'être aujourd'hui est passé par une... L'être aujourd'hui qui est la Terre est passé par une forme saturnienne, puis solaire, puis lunaire. Ensuite, il devint Terre, recueillir minéraux et végétaux. Et dans le futur, la Terre parcourra 3 autres phases, Jupiter, Vénus, Vulcain. Mais alors, est-ce que c'est les mêmes planètes? Ça, j'ai pas bien compris, en fait.
Est-ce que c'est les... Il y a bien Jupiter déjà, alors... je crois que pour l'instant, il est uniquement au stade spirituel et qu'on ne l'a pas encore expulsé de la Terre, donc... en fait, il existe qu'au niveau spirituel, quoi, pas au niveau matériel, Jupiter. Ça, il faudrait que je demande à Grégoire Peyrat pour être sûr. Il m'avait tout expliqué. C'était un peu lui il y a longtemps. Bon, alors, pour les planètes, je crois avoir trouvé une partie de l'explication dans le livre La science occulte, page 154, où j'ai les notes des pages 49 et 50. Donc, La science de l'occulte, c'est un livre de Rudolf Steiner, qui est écrit en 1914. Écoutez bien, parce que c'est un petit peu complexe. Nous avons exposé dans différents chapitres de l'ouvrage comment l'homme et son univers passent par les états que nous avons appelés Saturne, Soleil, Lune, Terre, Jupiter, Vénus et Vulcain. Nous avons aussi défini les relations de l'évolution humaine avec les astres qui existent à côté de la Terre et que nous appelons Saturne, Jupiter, Mars, etc. Ces astres ont naturellement leur évolution eux aussi, et dans leur stade présent, ils sont au niveau où leurs éléments physiques se montrent à la perception extérieure sous les aspects physiques que les astronomes appellent Saturne, Jupiter, Mars, etc. Au point de vue occulte, le Saturne astronomique est en quelque manière une réincarnation de l'ancien Saturne. Il est né parce qu'avant la séparation du Soleil et de la Terre, certaines entités se sont trouvées dans l'impossibilité de participer à cette séparation. Elles avaient trop des qualités saturniennes pour pouvoir demeurer sur un terrain approprié à l'évolution des qualités solaires. Le Jupiter présent a été créé pour des êtres qui ne pouvaient participer que sur cet astre à l'évolution générale. De même, Mars est un astre fait pour des entités qui, après ce qu'elles avaient retiré de l'évolution lunaire, ne pouvaient plus progresser sur la Terre. Mars est donc une réincarnation de l'ancienne Lune à un niveau supérieur. Mercure est la résidence d'entités qui ont développé certaines qualités terrestres au point de se trouver en avance sur l'évolution terrestre. Vénus est par avance une représentation de l'état vénusien à venir. Je répète cette phrase, j'ai un peu bafouillé. Vénus est par avance une représentation de l'état vénusien à venir. Ainsi, l'on s'explique que les états qui précèdent ou suivent l'évolution terrestre soient dénommés conformément à des manifestations physiques qui existent actuellement dans l'univers. Ben voilà, comme ça, c'est très clair maintenant. Donc ça, c'est tout à fait la fin du livre, La science occulte. Mais je suis content d'avoir pu éclaircir ce point qui maintenant ne pose plus de problème. Voilà. Voilà. Donc, dans le premier étalon, il y avait beaucoup plus de liens entre la scène et la grande salle. Et ici, normalement, on va le voir dans une salle supplémentaire, comment c'était conçu. Et ici, avec la technique, et puis peut-être avec la vie actuelle, ça n'avait plus cet aspect. On va continuer. En fait, ça vous a aperçu, c'est un peu court. Il y a des visites spécialisées sur les vitraux, sur les fraises. Ah oui, d'accord. Sur les jardins, sur les poulailles, enfin ça donne une attraction. Oui, tout à fait. Après, on peut étudier le bas des colonnes, le haut, comment elles vont de l'une à l'autre. C'est l'évolution d'une planète à l'autre aussi. Et les vitraux, c'est très important aussi. Et vous avez un très bon livre en français sur l'ensemble. Vous pourrez beaucoup trouver les renseignements, étudier. C'est beau ce bois buriné là. Si vous êtes d'accord, on monte à pied, sinon il y a la pêche. Non, on va monter à pied. L'avantage de monter à pied, c'est qu'on a pris aussi l'argent.
Oui. Et puis vous allez voir les couleurs de la cage d'escalier qui changent, du rouge au rose, à l'orange. Donc à partir vous avez des salles d'études, des bureaux, des toilettes. Et puis on a une vue aussi sur... voilà, vous voyez un petit peu ce chemin dont je vous parlais, à pied, ce chemin à pied. Là. Donc là-bas, il y a là ce qu'on appelle la cantine, maintenant on appelle ça le café. On appelle la cantine parce qu'autrefois, les gens qui travaillaient ici, ils allaient vraiment manger à la cantine. Et oui. Ah, des vaches juste là. Ouais. Ouais. C'est quoi ça, de ces mouvements? Une étude. Je veux dire. Vous voyez le premier étalon. On peut le photographier. Pardon, oui. On peut le photographier. Et si vous regardez un peu de ce côté, vous verrez un bâtiment là où on faisait les vitraux qui a encore ce style-là. Ici, vous avez donc l'ensemble du paysage. Toutes les maisons violettes, ce sont des maisons qui ont été conçues par Rudolf Steiner. D'accord. C'est ce qu'on appelle les 3 maisons des Eurythmies. C'était la personne qui a travaillé avec lui pour le représentant de l'humanité, une sculptrice, une anglaise. Elle avait un sens social très grand. Et elle a vu qu'il n'y avait pas que des marquises, des duchesses, qui avaient beaucoup d'argent, il y avait aussi beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas d'argent. Donc elle a eu l'idée de construire des maisons où je crois qu'il y avait 6 personnes qui pouvaient habiter dedans avec une buanderie commune, et chacun avait son petit coin. Et donc on peut les voir encore. Donc il y a la maison de Delia, la chaufferie, la maison des éditions, ici, das Glas House, la maison d'Oudek qui est là, puis tout le reste a été construit après. Donc le jardin, donc c'est encore assez protégé. Et puis tout le reste, je pense qu'entre-temps, il y en a encore plus. Sinon, ça donne une impression. Ça monte, et là, on voit un petit peu on voit les fels, les petits rochers, là, voilà. les petits chemins verts. On voit bien les chemins. Rudolf Steiner. Ça, c'est quoi cette... Ça, c'est la chaufferie qui a alimenté le Béthéanum à l'époque, avec ce qu'ils avaient du charbon. Donc, elle était aussi en fonction de ce qui se passait dans le bâtiment. Donc, c'est la concentration de la chaleur, de la substance, et après ce sacrifice vers le haut qui s'élève. Et là, on voit par exemple la maison du musicien. On s'attendrait à une maison aussi très fantaisiste, et maintenant, tu vois, elle est très carrée. Ça a fait faire pas seulement avec la musique, mais avec la personne qui habitait dedans. Elle a juste un petit peu dans le toit, des petits détails comme ça. C'est une maison extrêmement. Parce qu'on croit toujours que les anthroposophes, ils ont que des maisons avec des orgues. Et ça dépend des personnes qui sont différentes. Mais malheureusement, les architectes n'ont pas tous le don de Steiner, bien sûr. Ils font peut-être des choses un petit peu qui ont l'air anthroposophes, qui ne sont pas forcément d'intérieur, mais bon, c'est notre lot à tous. Et ça, c'est la maquette, pardon. Donc c'est une reproduction de la maquette qu'il a faite en plastiline, et c'est tout ce qu'il a donné. Après le reste, il fallait se débrouiller à l'intérieur. Ah oui. Donc c'était... après, il faut voir quel est le lien entre les deux. Il y a quand même... oui. C'est un peu... Quand même, oui, la transformation aussi du crâne et de l'intellectualité quand même. Donc il y a des éléments porteurs et il y a des éléments qui viennent du haut aussi. C'est toujours le principe aussi dans l'anthroposophie, dans l'architecture. Il n'y a pas que des éléments solides qui viennent du bas. Il y a aussi des éléments qui doivent agir. Et l'architecture devrait avoir une grande importance sur agir profondément sur tout l'être.
Donc, on va arriver maintenant à ce qu'on appelle le représentant de l'humanité. Il aurait dû être dans le premier Goetheanum. Donc, il y avait le premier, donc il y avait toute cette série de colonnes. Ensuite, il y avait des petites colonnes dans la scène. Et à la fin, il y avait ce représentant de l'humanité, un petit peu comme dans le vitrail rouge. Vous allez voir. Peut-être que vous connaissez déjà. Voilà, vous voyez ici l'intérieur du premier Goetheanum. Donc ça descendait aussi comme là, et puis après ça remontait. C'était plus petit, donc c'était la scène. On voit aussi là, donc c'est tout à fait différent les fresques, si c'est dans un rond ou bien si c'est plat, comme on a vu. Hein. C'est tout à fait différent. Ça représente la même chose. Ça représente la même chose. Et donc ça, ce sont des esquisses. Ça, c'est un vitrail du premier Goetheanum, et Rudolf Steiner n'aimait pas tellement cette représentation qui était trop réaliste, où on voyait exactement ce que c'était. Il préférait quelque chose qui a un jeu avec la lumière. C'est lui qui a proposé, comme avec le dessin, de faire des hachures. Et donc, c'était un système extrêmement compliqué. On a fait venir une machine des États-Unis. C'est une espèce de fraise, comme chez les dentistes, et il fallait toujours arroser pour pas que ça brûle et que ça casse. C'était très fragile. Et celui-ci, il a dû être cassé. C'est pour ça qu'il n'était pas dans le premier Goetheanum quand il a brûlé. Et la statue n'était pas prête. Elle n'était pas dans le Goetheanum, c'est pour ça qu'elle n'a pas brûlé et que nous avons un reste comme ça du premier Goetheanum. Et elle n'est d'ailleurs pas terminée. On l'a pas mis sur la scène. C'est qui l'homme qui lève le bras? Celui qui lève les bras. Qu'est-ce que ça serait pour vous? Je donne. Ça s'appelle le représentant de l'humanité. Oui, ça rappelle un peu celui qui était dans le vitrail rouge, ce visage, le représentant de l'humanité. Celui vers lequel on tend et celui qui nous aide aussi à avancer. C'est le Christ. Quelquefois, il est appelé le Christ. Pour nous, la religion catholique s'appelle le Christ, pour d'autres, il sera appelé différemment. C'est pour ça que Rudolf Steiner ne voulait pas que l'anthroposophie soit une religion uniquement pour le christianisme. C'est pour ça qu'il l'appelait le représentant de l'humanité. En même temps, il disait que quand on s'intéressait à la connaissance humaine, on était presque amené au Christ. On est amené au Christ, donc on l'appelle le Christ. Celui qui s'est incarné, l'entité spirituelle qui s'est incarnée dans un corps humain pour aider l'humanité à maîtriser ce qu'il y a sur la terre. Alors à propos du Christ dans l'anthroposophie, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc là j'ai un livre de chez Rudolf Steiner de 1919 qui s'appelle Dictionnaire de Christologie. Alors si on regarde à l'entrée Christ, on trouve ceci. Selon l'ésotérisme chrétien, celui qui s'incarna dans le corps charnel de Jésus-Christ était le suprême esprit solaire. Il est esprit du feu sur l'ancien soleil, donc ça reboucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la réincarnation de la Terre, etc. Il est lié aujourd'hui au destin de notre Terre. Étant intervenu et intervenant encore dans l'évolution de notre globe terrestre, cet esprit doué de la conscience la plus haute et la plus évoluée, cet esprit véritablement solaire est le Christ. Quand notre Terre en était à son incarnation solaire, l'entité du Christ était l'esprit central du soleil, le régent des esprits du feu, le maître de ce soleil. Quand la Terre dut se réincarner en lune, le Christ évolua lui aussi en accompagnant l'humanité sur ce nouveau globe, et c'est sur notre Terre qu'il atteignait le suprême degré d'évolution et demeura auprès de nous sur notre planète. Sympa. Il est ainsi le suprême esprit planétaire de la Terre. Cette Terre est aujourd'hui son corps, comme jadis le Soleil a été son corps. Aussi devez-vous prendre à la lettre
les paroles de l'évangile de Saint Jean, « Celui qui mange mon pain pose sur moi son talon, me foule aux pieds, car la terre est le corps du Christ. » Saint Jean 18. Et lorsque les hommes foulent la terre et mangent le pain que cette terre leur donne, ils foulent littéralement à leurs pieds le corps du Christ. Prenez cette parole à la lettre, comme en général on doit prendre à la lettre tous les textes religieux, c'est marqué. Comprenons d'abord dans son vrai sens le texte littéral. Ensuite, nous y chercherons l'esprit. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire, hein, mais il y a une deuxième... Ah, il y en a 3, 4... Ouais, bon, on va s'arrêter là, parce qu'en fait, tout le reste du livre, c'est une définition du Christ. Le Christ apparaît sur terre, à l'époque la moins apte à le comprendre. Nanana. Pourquoi le Christ a-t-il fait son apparition sur terre à l'époque gréco-latine? Oui. Alors, j'avais lu aussi que Apollon était le Christ. En fait, c'est la même entité solaire, puisqu'on a vu qu'il vient du soleil. Apollon. J'ai le livre en PDF et je fais des recherches dessus. Apollon. Apollon, dieu du soleil et de la musique. Voilà. Ah, zut. Apollon est un être angélique animé par le Christ. Qu'était Apollon pour les Grecs? Pour le comprendre, il parle du Christ, c'est Apollon. C'est des flèches. Non, ça parle pas vraiment du Christ. Voilà, c'est un être angélique animé par le Christ. Donc c'est le même esprit solaire qui s'est incarné sur la terre et qui est devenu le corps de la terre, qui était Apollon. Pour l'anthroposophie, hein, je précise. Et donc qui est aussi le truc de l'humanité, là, le fils de l'humanité. Non, ah zut, le descendant de ah, pourquoi j'ai oublié ça? Le représentant de l'humanité dans cette magnifique sculpture en bois qui vous est présentée maintenant. C'est une belle sculpture. C'est vrai? C'est impressionnant. Donc elle a 9,5 mètres de haut, 20 tonnes, du bois d'or, donc c'est avec des branches. Voilà. Donc c'est cet être qui est entre deux sortes de forces. Vous voyez, il y a une sorte de force comme ça, c'est deux fois la même chose un petit peu. Hein. C'est celle-là et les deux d'en haut. Il y a les forces qui sont... voilà, qui sont arrondies, qui s'arrondissent, qui s'ouvrent, et puis il y a les autres au contraire qui resserrent. Et c'est un petit peu ces deux forces entre lesquelles, c'est pas un petit peu, mais c'est ces deux dynamiques entre lesquelles l'être humain est toujours confronté, et il doit tendre à les maîtriser, pas à les rejeter, mais à les maîtriser. Comme la forme du côté d'un homme. Donc, on les appelle aussi les forces lucifériennes et les forces riemanniennes. Vous avez peut-être entendu parler. Oui. Lucifer, celui qui nous apporte la lumière, l'autonomie, le désir du monde spirituel, de l'art, l'ouverture, c'est magnifique. Seulement si on en reste que là, c'est comme lui, il n'a pas de pied, il n'a que l'enthousiasme. La poitrine, il a même des immenses oreilles. Il n'arrive pas à s'incarner. Et il reste d'ailleurs qu'en haut, au niveau de la tête du Christ, on peut dire, et il se catapulte lui-même, il se renverse. Si on regarde de ce côté, en fait, il se renverse. Il ne peut pas tenir devant cette entité. Et celui du bas, en fait, ils se mettent ensemble, c'est un petit peu comme dans les conflits, dans les teams. Normalement, ils ne sont pas ensemble, mais d'un seul coup, ils se mettent ensemble.
parce que lui, il n'arrive pas à s'élever, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a que ce qui existe sur la Terre, ce que l'on mesure, ce que l'on pèse, ce que l'on peut avoir. Il n'y a que ça qui compte, mais il n'arrive pas à s'élever. Et ils se tiennent, en fait, les deux, pour agir contre l'évolution du monde. Et lui aussi, s'il continue dans ce sens, il s'emprisonne complètement lui-même. Dans la sclérose, et de ces deux forces, on se sert aussi bien dans la médecine que dans la pédagogie, que dans la psychologie aussi. Une personne qui va être dépressive, elle sera peut-être plus dans le bas, une personne plus hystérique, plutôt qui n'arrive pas à saisir les choses. On est toujours confronté à ces deux tendances. On peut avoir un grand enthousiasme et peut-être un petit peu dans les illusions. En même temps, et le contraire, oui, on peut se faire beaucoup de soucis pour la vie matérielle et on n'a jamais eu le temps d'avoir de nouvelles idées ou pour la prière. Donc cette tendance et cet être au milieu qui ne les rejette pas et qui les maîtrise. La forme des mains, c'est une sorte de maîtrise des choses. Oui, alors les mains, c'est toujours la question des mains. Donc c'est ni une main fermée, un point qui dit je vais prendre ça, c'est ni non plus complètement ouverte, c'est une main déjà maîtrisée, un petit peu les deux, elle n'est pas complètement hystérique en dehors ou bien rejetante, ni fermée pour nous. Et puis après, il y a l'ouverture des doigts. De nouveau, pour moi, ce sont de nouveau ces trois forces. Si je n'avais pas le pouce, je ne pourrais pas écrire, je ne pourrais rien tenir. Donc pour moi, c'est clair que c'est la volonté. Et puis celui-là, c'est le doigt un petit peu de la tête, c'est le doigt de l'instituteur, des parents, des fois, qui nous indique, qui nous montre. Enfin, ça peut être sympathique aussi. Et si on lui met le doigt du milieu avec, c'est une indication complaisante, bienveillante. Celui-là, c'est le doigt de la relation. C'est bien qu'il ne soit pas isolé non plus et qu'il ait aussi un compagnon pour qu'il ne soit pas complètement perdu dans les émotions. Donc il y a une maîtrise des trois en même temps, et chacun son domaine, il doit fonctionner ensemble. Bon, c'est comme ça, je vois. Et il emmène en haut et en bas, il l'emmène aussi, il ne le rejette pas. Ici, dessous, là. Un petit peu. Oui, c'est une. Là, vous avez l'exemple un petit peu de. Ici, dans l'architecture. Autrefois, c'était des lieux où on mettait les yeux. Donc, c'est un petit peu un sanctuaire, comme ça, on rentre, on s'assoit devant. C'est assez beau, cette porte, comme ça. Et puis, il y avait tellement Dieu, tous les anthroposophes voulaient être enterrés ici. Tellement bien, on a dû déménager, on a dû demander aux gens de prendre le tout. Et maintenant, c'est devenu un restaurant dedans. Quand tu veux prendre ma place, c'est devenu un lieu où on met tous les anciens costumes de garde-robe. D'accord. Magnifiques costumes. On a dû fermer parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a cassé le toit. Ah ouais. Alors on a dû fermer avant, on a quelqu'un à aller le château de guerre pour voir. Ah ouais. Donc on voit cette œuvre aussi, comme toute cette partie du cœur est extrêmement développée. Comme il est en mouvement aussi, il n'est pas statique, il a un pied en avant, on le voit aux cheveux aussi qui bouge. Et puis surtout ce pied qui avance. C'est pas statique. Donc c'est entre ces deux forces. Et tout en haut, il y a un lettre. Oui. Un jour, il y a une anthroposophe qui est passée pendant que on a fait quelque chose. Puis elle a dit, mais ce n'est pas un journal qui soit on a mis dessus des vidéos, mais c'est vrai que c'est équilibré au niveau déjà visuel et l'ensemble. Et il a mis cet être qu'il a appelé l'être de l'humour du monde. Donc, ce qui nous permet de quand même, malgré tous les combats, malgré tous les sérieux, de regarder d'en haut, de se retirer un peu et de ne pas avoir une mine trop longue et de ne pas être toujours en combat et en oppression, et sourire, et bienveillant. Et aussi, on peut avoir confiance et se dire qu'il y a quand même toujours des êtres
au-dessus de nous, qui sont bienveillants, qui sourient. Il ne se moque pas de nous, mais il est bienveillant et il accompagne notre combat. Et il fait partie de la nature, on voit bien, c'est pas non plus un être humain, il a des ailes, il a des velus, il est bienveillant, ça nous fait du bien peut-être. Pour les enfants, ils ont ça, avant de s'endormir, ils savent qu'ils ont un ange qui vient accueillir, un petit peu, mettre de l'eau, voilà. Voilà, en gros, la visite du déclalement a fait on trouve la ferme à l'extérieur. Est-ce que ça a répondu un petit peu à vos questions? Ah oui, c'était très instructif, très si intéressant. Si loin de Toulouse quand même. Oui, ça nous intéresse beaucoup, c'est sûr. Je peux vous montrer la librairie? Oui, volontiers. Regardez les livres. Merci. Vous avez un petit prospectus aussi en français. Oui. Il est bien fait. Merci. Vous voulez? Des belles images. Vous pouvez prendre l'ascenseur, tout en bas. Moi, je prends l'escalier. Il faut que je reste jeune. Les vieux, ils doivent s'appliquer. L'ascenseur. Oui, l'ascenseur. Je crois que ça m'a intéressé quand même. Oui, beaucoup. Elle est franche. Oui, elle aime bien. Voilà. C'est bien la jeunesse d'aujourd'hui. Ouais. Vous se dirigez vers les arts plastiques, là, elle rentre en terminale et elle va faire une option en plastique. Ouais, ça. La terre en artiste. Voilà. Et vous allez repartir aujourd'hui dans le sud, non? Nous, on va en bas ce soir. C'était en bas. Oui. À être là, on ne va pas quand même repartir tout de suite. Et puis Bâle, c'est sympa. Vous allez aller au musée Riel, donc à la fondation. Oui. On va y aller des musées Tinguely aussi. Ah oui. Il y a encore un combat. D'accord. Non, on a une visite des jardins normalement maintenant. Ou on l'a passé. On va aller voir. On va peut-être manger un petit quelque chose et puis après on visite les jardins. Ouais. Ok. Pardon. Merci. Vous allez peut-être. On va aller à la librairie si vous voulez. Oui, on va aller à la librairie puis après on va profiter de la cafétéria. Oui, après on mangera un petit quelque chose parce que. Ah oui. Directement. Voilà. Donc c'était en France qu'il y avait des bouchons? C'était juste avant à la frontière. Il y avait beaucoup de. Oui, c'était bloqué. Dans le sud. Non, c'était pour rentrer en Suisse. Ouais. Je sais pas pourquoi. Mais je crois qu'il y avait peut-être eu un accident, puis après ça, je sais pas. Le monsieur, parce que j'avais appelé pour prévenir. Oui. Peut-être ça a provoqué. Il y a un accident, peut-être. Je vais lui demander où est le rayon français parce que ça change tout le temps. J'espère qu'ils se font bien être à l'envie. Merci. Nein. Aber Sie haben mindestens der Führer auf Französisch von Hans Hasler. Das ist da ganz wahr.
Nee, das gibt auch nicht mehr. Das ist wirklich... Was? Auf Französisch? Ja, ja. Oh nein. Das wird neu gedruckt, aber erst zum Frühjahr. Oh, quelle horreur. Ja. Und Henri, über die Glasfenster. Alors, il paraît donc, vous avez entendu, il est épuisé en français. Ah. Il était traduit dans toutes les langues. Il est très bien. En anglais peut-être? Ah oui, en anglais. En anglais, Oui. Ça va pour vous l'anglais? Oui, oui. Ça ira, Alors, vous ouais. pouvez regarder en anglais. Et puis sinon, vous avez les vitraux du Goetheanum en français. Là, vous D'accord. avez des petites choses comme ça. Ouais. Et puis sinon, je sais pas, il y a peut-être un ou deux livres, malheureusement. Ouais, on va c'est pas grand-chose. j'espère. On va faire fouiller. Ouais. Voilà. Oui. Donc les cartes et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Au revoir, madame, et bon voyage, bon retour. Merci beaucoup. Et bonnes études. Au Ça m'a revoir. fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, je vous ai laissé l'enregistrement dans son intégralité. Ça, je me suis dit, au point où ils en sont, ils sont pas à sa prise, ils ont écouté jusque-là. Voilà. Puis je trouvais pour l'ambiance que c'était bien. Et puis j'aimais bien la voix du libraire du Goetheanum en allemand à la fin. Voilà. Alors ça, c'est le bouquin du coup en anglais que j'ai acheté sur le Goetheanum, qui est pas mal. Effectivement, ça explique un peu les fresques, les colonnes, les vitraux, tout ça. Si ça vous intéresse, mais enfin bon, je ne vous encourage pas quand même à aller donner des sous au Goetheanum, ni à l'anthroposophie, puisqu'il faut quand même rappeler donc, que la médecine anthroposophique qui a fait un procès à Grégoire Peyrat est en effet une entreprise assez problématique, parce qu'il y a un médecin anthroposophe brésilien, enfin, qui conseille le président Bolsonaro. Voyons, alors je voulais préparer son nom, puis je ne l'ai pas fait. Médecin anthroposophe Bolsonaro. Hop. Au Brésil, la conseillère santé du président Jair Bolsonaro, Nise Yamaguchi, bon, elle n'est peut-être pas originaire pile du Brésil, mais en tout cas, elle conseille Bolsonaro, est une fervente partisane de l'anthroposophie et a fait pression pour empêcher toute prise en charge de la Covid-19, s'opposant notamment à la vaccination et faisant la promotion de l'hydroxychloroquine du docteur Raoult. Alors ça, je vous dis ça, bon, ça vient de Wikipédia, hein, voilà, du professeur Didier Raoult, médicament qui pourtant ne fait pas partie de la pharmacopée anthroposophique, mais très prisé de la mouvance complotiste. Ils disent complotiste à propos de l'anthroposophie dans Wikipédia. Oh là là, c'est des zététiciens arimaniens, ça encore. La pandémie de Covid-19 au Brésil a été l'une des plus meurtrières au monde, et la prolifération incontrôlée du virus a permis l'émergence d'un variant local encore plus dangereux. Voilà, bon ben je pense que par cette simple phrase qu'on pourra aisément vérifier, la dangerosité de l'anthroposophie est démontrée. Donc là, on parle de centaines de milliers de morts, simplement. Donc, tout ce que je peux dire, c'est courage et persévérance à Grégoire Peyrat pour son procès qui se tient aujourd'hui. Je vous l'ai mis en description au début, enfin, je ne l'ai pas dit au début, mais je l'ai mis en description. Vous avez des liens pour, j'ai peut-être dit, je ne sais plus, pour le soutenir financièrement, parce que la stratégie des anthroposophes, c'est de lui faire plein de procès, ils les perdent, mais c'est pas grave, l'important c'est de le ruiner. Donc vous pouvez l'aider financièrement, moi je l'ai fait à plusieurs reprises. Je vous invite à le faire également. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres aventures anthroposophes, ou pas. Salut!